Bonjour à tous et bienvenue dans le cycle de conférences de l'ISEP et de l'ICP dans le cadre de la chaire d'enseignement et de recherche numérique et citoyenneté. Ce cycle de conférences a pour objectif de relier les problématiques de d'un chacun aux technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Et nous avons la joie d'accueillir ce soir, euh, no- notre ami Jérôme Béranger, que vous voyez en vidéo, et qui nous fait Bonjour. l'honneur de parler aujourd'hui de la question du numérique et de la santé. Qui est Monsieur Béranger? Monsieur Béranger est un docteur en éthique du numérique et de la médecine. Il travaille dans une unité mixte de l'INSERM et de l'unité de Toulouse, qui est le Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations, un sujet d'actualité, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Quand l'intelligence artificielle s'éveillera, qui date de septembre 2020. Alors cette expression fait référence à une phrase qu'on attribue à Napoléon: quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, qui a été repris par un auteur dans les années 70. Et dans les deux cas, il s'agit de se poser la question de l'impact de l'arrivée brutale et disruptive d'un géant, dans un cas d'un géant national, mondial, et dans l'autre cas d'une technologie qui bouleverse beaucoup de choses au quotidien, dans nos vies. Et c'est cela dont M. Béranger va vous parler ce soir. Un petit mot sur l'ISEP et l'ICP. Donc l'ISEP est une école d'ingénieurs fondée en 1955 à Paris par l'Institut catholique de Paris et qui forme depuis cette date des ingénieurs, hier dans le domaine électronique, aujourd'hui dans le domaine numérique, qui allient à la fois une compétence technique et une capacité à réfléchir aux enjeux de leur métier et des technologies. Et aujourd'hui, bien sûr, la problématique de l'intelligence artificielle. Voilà. Et l'Institut catholique de Paris, l'ICP, est bien connu pour toutes ses activités dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et l'ISEP et l'ICP travaillent ensemble dans le cadre d'une chaire d'enseignement et de recherche numérique et citoyenneté, et qui travaille notamment avec la Fondation Anne de Gaulle sur le bien-être et la sécurité des personnes porteuses de handicap. Voilà, assez parlé de l'ISEP et de l'ICP, et bienvenue donc à Monsieur Jérôme Béranger. Bonjour Jérôme et merci. Je vous laisse la parole et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Bonsoir. Donc, je vous remercie pour cette invitation et de me laisser le temps de m'exprimer, de mettre en lumière, je ne sais pas, mais en tout cas mes différentes réflexions sur le sujet et vous apporter des pistes de réflexion finalement pour que ça fasse l'objet de débats, notamment entre l'impact sociétal que peut avoir le numérique et l'intelligence artificielle dans la société, et comment on peut y intégrer finalement une approche et un encadrement éthique autour de tout cela. Donc j'ai une présentation, donc je vais la diffuser, la partager. Je pense que vous devez la voir. Voilà. Donc du coup, l'intitulé de ma conférence avec vous ce soir, donc je crois que j'ai 1 heure d'intervention, puis après il y aura une demi-heure de questions-réponses. L'objectif, c'est que ça ne soit pas un monologue et qu'on puisse échanger ensemble pour qu'on puisse échanger par rapport aux différentes réflexions, prises de vue, prises de point de vue, afin de voir comment on peut avancer, faire avancer les choses dans ce sujet qui est d'actualité de plus en plus. Donc moi, c'est donc juste peut-être pour un complément de présentation vis-à-vis de mes activités. Entre guillemets la plus importante, parce que c'est celle qui me fait vivre, c'est que j'ai développé, j'ai co-construit, co-créé la société Adelia, qui est experte justement sur tout ce qui est l'évaluation notamment éthique et l'encadrement éthique des projets numériques au sein des entreprises et de la société civile. Et on a aussi des activités de data science et de développement d'algorithmes en fait traditionnels ou intelligents entre guillemets, où on peut développer des plateformes digitales douées d'intelligence artificielle.
Ça fait le complément finalement entre le pont entre le public et le privé. Et toutes ces réflexions-là, finalement, viennent de la théorie des concepts de ma casquette universitaire, après on co-construit des outils pragmatiques pour répondre aux attentes et aux exigences des professionnels de la société civile, donc des entreprises, pour éprouver justement. Et c'est tout l'objet aussi de cette conférence, c'est un message important de vous mettre en avant, c'est de se dire finalement que l'éthique, ce n'est pas finalement que des concepts et des principes, mais l'éthique, c'est une science qui peut être applicable et appliquée au sein même des activités des entreprises. Alors, vous le savez bien, c'est que on est depuis une dizaine d'années dans une véritable numérisation de la société, digitalisation de la société, où la donnée numérique circule un peu partout dans les différentes sphères de la société et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau du transport, de la mobilité urbaine. On parle de smart city, donc ces villes intelligentes, qui sont de plus en plus bourrées de capteurs pour de reconnaissance faciale ou pas, de sons, d'images. Les hôpitaux, la médecine de plus en plus, on parle de médecine 4.0, donc qui s'appuie sur des systèmes experts et de la donnée numérique, mais c'est aussi le cas dans les ressources humaines, dans le retail, dans tout ce qui est le merchandising, les grandes surfaces, les grandes distributions, l'industrie, on parle d'industrie 4.0 aussi, avec leurs process qui s'appuient de plus en plus sur des données dites intelligentes. Et c'est aussi le cas dans les maisons avec le BTP, on parle de jumeaux numériques notamment pour développer des simulations soit d'immeubles finalement, ou même aussi, je suis originaire en ce moment de Toulouse, et ben, dans les avions avec Airbus ou Thales, Dassault Systèmes, de plus en plus embarquer des nouvelles technologies dites intelligentes ou des systèmes experts. Donc on le voit bien que finalement, tous les secteurs d'activité sont concernés. Et c'est un phénomène, on peut parler même d'une quatrième révolution industrielle qui fait suite aux trois premières dans l'histoire et qui est vraiment basée sur la numérisation et l'intelligence autour des données. À cela, finalement, on s'aperçoit que c'est un phénomène mondial, mais qui n'est pas isolé. C'est l'impact sociétal ne l'est pas individuel, mais elle est bien collective. Donc, quand on regarde la slide à droite, on voit que les images, donc là, c'était Place Saint-Pierre, 2005 et 2013, les fidèles attendent la fumée blanche ou noire pour désigner le prochain pape qui va diriger l'Église catholique. Et on s'aperçoit qu'en 2005, les regards humains se sont transformés progressivement en 2013 par que des interfaces artificielles de plateformes, tablettes, iPhone, etc. Et donc, du coup, c'est collectif, quoi. Pareil pour les concerts de musique ou les anciens briquets pour montrer qui était un peu un phénomène, une tradition, entre guillemets, s'est transformé par les applications smartphone de la lumière. Alors, si on fait un focus, c'est le domaine qui me correspond le mieux avec mon ancien poste dans la direction des hôpitaux, avant de refaire des recherches dans l'éthique et le numérique. Donc, c'est tout ce qui est dans le domaine de la médecine. C'est vrai que la médecine, c'est un domaine qui est de pointe, à l'instar aussi de la finance et de l'aérospatiale aéronautique qui embarquent énormément de nouvelles technologies. Et la médecine n'est pas en reste et se développe énormément. Donc cette médecine algorithmique, digitale, numérique, et qui se traduit sous différentes formes. On a de plus en plus de systèmes experts, de plateformes qui permet d'améliorer tout ce qui est finalement la prévention de risques, etc., mais aussi la détection anticipée de pathologies comme des tumeurs au niveau du sein, etc. Il y a même un système expert doué d'intelligence artificielle qui est en train d'anticiper quasiment 5 ans avant même l'apparition
des petits effets de granulité qu'on peut observer sur une imagerie médicale, eh ben, il peut anticiper quasiment 5 ans avant ça, le début, la genèse d'une petite tumeur ou d'un cancer du sein. Et donc ces cas-là, ils sont de plus en plus multiples et dans différents secteurs, que ce soit en dermatologie, mais aussi ça peut être dans tout ce qui est de l'imagerie médicale, en IRM ou les PET scan, mais ça peut être aussi en cardiologie, etc. Donc les diagnostics sont de plus en plus pointus, de plus en plus intelligents. C'est plutôt des systèmes d'aide à la décision qui vont développer ça. Avec ça, on a aussi donc des aides à la décision. Le traitement aussi est de plus en plus embarqué avec des nouvelles technologies, des soins palliatifs, donc des soins de fin de vie, et forcément la recherche clinique avec les essais cliniques multicentriques des différentes phases 1, 2, 3 ou 4. Et certaines de ces phases peuvent être totalement simulées par des avatars, des cohortes de données numériques, de projets de big data, hein, comme on parle, pour pouvoir trouver des corrélations pour accentuer finalement ces process. Et la formation, de plus en plus de formation initiale ou continue au sein des universités, va entraîner, va s'appuyer sur des nouvelles technologies. Il y a des dissections humaines qui ne se font plus avec un vrai corps humain, mais directement avec des lunettes en 3D, en réalité virtuelle, voire augmentée, pour simuler avec des serious games aussi pour les étudiants. Alors on le voit bien, ça peut être de la reconnaissance artificielle, la connaissance artificielle, et ça se traduit par des diagnostics, des décisions, de l'accompagnement, du suivi, du traitement, de la prévention et donc de la médecine préventive. Donc on le voit, il y a énormément d'applications qui se développent avec du web 3D, des applications avec des capteurs, des objets connectés, des neuroprothèses, des imprimantes 3D, de la robotique, des nanotechnologies, de la génomique, enfin j'en passe et des meilleurs. Vous voyez bien que les domaines d'application en médecine sont considérables. Alors, quand on parle de consultation médicale, notamment 4.0, donc vous avez à gauche ce qui était plutôt de la médecine classique, hein, avec un médecin et son patient, et là, sans qu'il y ait d'intervention artificielle ou d'agent artificiel. Donc, vous voyez bien que finalement, comment ça se passe? Eh bien, de la consultation, il y a un début de plainte du patient qui analyse, après on va analyser ses symptômes, on va faire un diagnostic, donc le professionnel de santé, et il va après faire un traitement, une alliance thérapeutique, et on va faire un bilan, un suivi de la relation médecin-patient. Et à droite, en fait, on le voit que dans chaque étape, on retrouve dans cet échange de relation médecin-patient, il peut y avoir de plus en plus des applications digitales qui se mettent en place et qui intègrent de plus en plus une plateforme, une interface artificielle. Et à chaque fois, que ce soit dans l'analyse, dans l'enquête, les examens, alors bien sûr, il ne va pas avoir ce ressenti, cette empathie du médecin et la créativité, le libre arbitre, mais il peut avoir des précisions, même au-delà de ce que le médecin peut avoir, sur l'analyse de l'imagerie, donc sur la reconnaissance d'images, forcément de corrélation de données, de croisement de données, et il peut apporter vraiment une aide à la décision, mais il ne remplacera jamais le médecin. Donc, on parle maintenant plus d'une triangulation médecin-patient, système d'information, où on est vraiment dans de la rupture relationnelle, une alliance qui peut être tripartite, et où le lien humain doit être conforté avec un dialogue, un savoir-faire médical qui va être amplifié, parce que si c'est une aide à la décision, le temps gagné pour le médecin doit être reconverti en temps d'explication et de compassion, c'est un grand mot, mais en tout cas d'explication, d'éducation et d'accompagnement humain, en tout cas dans la décision partagée. Ça, c'est important. Ces applications digitales, elles doivent répondre, et ça, c'est des analyses qui reviennent à chaque fois sur le terrain, sur les attentes du patient, mais aussi aux exigences des professionnels de santé. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est important. Alors, quand on parle de numérique et d'IA, on se pose des questions en disant est-ce que c'est
une chance, une menace, finalement, on s'aperçoit, donc les différentes études qui ont été faites, des analyses, des sondages, plus de 64% des Français se disent inquiets, voire très inquiets de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces applications d'IA, et puis surtout avec les données personnelles. Plus de 81% des Français se disent que finalement, il va falloir un vrai encadrement éthique établi, reconnu, transparent pour accompagner les usages autour de ce digital. Et c'est vraiment dans ce sens-là que les personnes se reconnaissent. Euh, quand ça soit au niveau de la médecine, on le voit bien que plus de 85% des personnes se disent très enthousiastes finalement, que c'est une chance d'avoir ces nouvelles technologies. Mais au niveau de la société française, donc c'est-à-dire de toutes les sphères de la société, eh ben, l'impact que ça a, à plus de 54% se disent c'est une opportunité, mais il y a quand même 45% qui se disent inquiets. Donc on le voit bien que dès que ce n'est pas des domaines qui sont considérés comme capital ou essentiels pour la vie de la personne, euh, eh ben, euh, eh ben, on est moins enthousiaste et on regarde plus les principes éthiques qui peuvent en découler. C'est toujours cette balance à trouver entre les coûts bénéfices-risques qu'il faut arbitrairement juger. Au niveau de l'intelligence artificielle, encore une fois, elle fait toujours peur du coup. Mais donc quand c'est dans le domaine de la santé, la confiance au diagnostic médical, ce qui est assez paradoxal par rapport aux statistiques juste avant, c'est qu'il n'y a que 21% des Français qui se disent une totale confiance au diagnostic médical s'il n'y a pas une intervention humaine, ce qu'on appelle une garantie humaine, qui va en superviser et prendre la décision suite à l'apport de l'outil. Ça, c'est important. En termes des informations financières, des voitures autonomes, on voit qu'on est autour de 30%. Donc il y a quand même 39 à 39% qui se disent pas inquiets ou qu'ils ont peur ou pas peur. Donc ça, c'est important. Alors, bien sûr, tout ça, ça pose des interrogations de différents ordres et de nature, que ce soit donc, par rapport à ces systèmes algorithmiques, que ce soit des interrogations autour de la pertinence scientifique, de la valeur, comment on a conçu cet algorithme, sur quelles données de référence ou pas, quelles sont les finalités, les objectifs finalement de collecter ce traitement de données. Est-ce que ce qui revient souvent, c'est comment on va être formé, l'utilisateur va être formé pour utiliser ces applications digitales et se pose la question de la gestion du cycle de vie de la donnée, qui est, on le verra peut-être tout à l'heure, qui est multi-étapes et pluridisciplinaire. Bien sûr, il faut le consentement libre et éclairé de la personne, notamment quand on va utiliser ces données à caractère personnel. Ça, c'est comme dans la recherche clinique, c'est fondamental. Se posent des questions également sur le sourcing, c'est-à-dire que dans des projets big data, de plus en plus, il y a des données qui sont multiformes. On va prendre des cohortes de plus en plus importantes. Et ça, c'est toute la richesse même d'un projet de big data. Mais du coup, on le voit bien, si on n'a pas cet effort dès le début d'identifier la nature et la source de ces données-là, on peut se perdre et plus savoir d'où viennent ces données. Et il peut y avoir tout un jeu de cordes de données qui soit totalement biaisé et qui peut avoir une répercussion à moyen terme ou à court terme sur les corrélations qui en découlent. Savoir que derrière tous les pixels ou derrière des écrans digitaux, eh ben, il y a une dimension humaine, notamment en santé. Ça, c'est sûr que ces applications digitales, il faut conserver un libre arbitre et donc un jugement du professionnel. Ça devait être une béquille et non pas remplacer totalement la personne. Ça, c'est important. Il y a des soucis d'interopérabilité, de discrimination sociale ou autre, de catégorisation, de profilage qui, bien sûr, qui sont mis en avant, notamment pour des applications intelligentes, notamment pour des ressources humaines, que ce soit pour des tris de CV, etc. Mais ça, c'est d'ordre, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors, les questionnements qui reviennent souvent aussi, c'est se dire comment on peut associer l'éthique et le numérique. C'était une des premières questions que je me suis posée lors de ma thèse doctorale à la fac de médecine en 2009-2012 et se dire quels sont finalement les enjeux et les risques éthiques autour de ce numérique.
Est-ce que le concept du secret médical ne va pas être bouleversé? Est-ce qu'il a encore lieu d'être sous la forme qu'on le connaît? Est-ce qu'il va y avoir des procédures, des contrôles qui vont encadrer ces données numériques et puis ces applications digitales? Est-ce qu'on va aller vers de la régulation éthique ou éthico-juridique qui va accompagner justement dans le temps l'évolution et l'usage qu'on fait de ces applications-là? Que cette relation médecin-patient est amenée à évoluer. On a parlé de triangulation médecin-patient, système d'information. Quel va être le rôle des différents acteurs qui va évoluer forcément. Dans chaque révolution industrielle, les métiers ont changé, des métiers ont disparu, d'autres sont arrivés, des nouveaux. Mais les fonctions, les missions de certains métiers existent toujours, mais les fonctions changent. C'est ça qui est important. Et donc, du coup, il faut s'adapter aussi à l'évolution de tout ça. Et comment concilier tout cela dans une entreprise et les responsabilités aussi des différents acteurs. Alors, les attentes, notamment pour les professionnels de santé, ils sont multiples. C'est déjà ce qui revient, c'est il faut que ça soit une application digitale qui s'intègre et s'incorpore parfaitement dans les pratiques au quotidien, qui me font gagner du temps, qui ne soit pas chronophage, qui ne soit pas un doublon, et qui soit pragmatique, qui rende service à mes patients et à moi-même aussi. Ça, c'est fondamental. Sinon, il n'y aura pas d'adhésion et d'appropriation. Comment je vais être formé, accompagné autour de ces nouveaux outils? La question se pose surtout pour les personnes qui leur restent 10 ans, on va dire, peut-être des anciens professeurs de médecine où il reste une dizaine d'années et qui ne sont pas rodés finalement à ces nouvelles technologies. Mais c'est des problèmes entre guillemets intergénérationnels parce que les futurs médecins, ils sont nés avec le digital et donc du coup, c'est intuitif pour eux. Améliorer la fluidité professionnelle de santé patient, notamment entre la ville et l'hôpital, ça c'est important. Meilleure sécurité, ça, des données, forcément, on en a parlé. Et il faut que ces applications elles soient simples, efficaces et utiles. Ça, c'est vraiment efficiente pour la prise en charge de soins. Qu'il y a un cadre juridique, on le voit bien que c'est toujours la course contre la montre entre les nouvelles technologies qui évoluent très très vite et tout ce qui est l'adaptation, la régulation, l'encadrement juridique et les lois, par nature, pour légiférer, c'est chronophage. Et il y a toujours un peu la course contre la montre. Et c'est là toute l'importance, on verra juste après, d'une régulation éthique qui, par nature, a une pensée en mouvance et donc, du coup, a cette chance d'être moins chronophage. Et donc, du coup, elle va alimenter le cadre juridique, mais il ne faut pas les confronter, mais c'est plutôt, elles s'articulent, c'est plutôt un complément, c'est plutôt une alliance, et non pas, elle doit être en symbiose, ça c'est important. L'interopérabilité, on en a déjà parlé, une gouvernance claire et détaillée, ça on le voit bien dans les codes de déontologie, c'est important de développer ça. Alors, qu'est-ce que l'éthique? Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'éthique, mais en quelques mots, c'est vraiment une discipline philosophique qui est là pour porter des jugements de valeurs humaines, moraux, des jugements moraux. Et il y a différentes natures d'éthique. On parle d'éthique normative, c'est comment la personne devra agir. L'éthique appliquée, c'est ce que je vais surtout développer pendant cette petite heure ensemble, où c'est 1 heure et demie avec les questions-réponses. C'est comment prendre les connaissances morales et les mettre en pratique, concrètement sur le terrain, sur l'activité, sur le processus industriel, digital ou pas. Et l'éthique descriptive et comparative, c'est que pensent les personnes sur ce qui est juste ou pas. On le voit bien, mais ces 3 niveaux d'éthique qui s'articulent. Donc on est vraiment dans une réflexion en mouvance, continue, évolutive, et qui se nourrit aussi c'est cette approche aussi que je vais développer un peu néo-darwinienne, qui se nourrit du contexte, parce que l'éthique, c'est par nature pluridisciplinaire, et c'est fortement associé au contexte actuel, à la géopolitique, technologique, économique, religieux, sanitaire, on le voit avec le Covid là, et l'éthique d'aujourd'hui n'est pas la même que hier ou de demain en France, mais même l'éthique d'aujourd'hui en France n'est pas la même que dans un autre pays, parce qu'il y a les impacts socioculturels qui rentrent en compte et qui fait évoluer les réflexions et le compromis.
Donc, c'est vraiment s'interroger sur les valeurs, les normes, ça c'est important, et c'est de trouver un compromis qui correspond au mieux à la situation pour résoudre les problèmes. Alors, comment associer l'éthique au numérique? Moi, ce qui me plaît pour trouver on a toujours voulu, pendant des années, mettre finalement, c'est les sciences dures contre les sciences molles, et donc on met des murs là où on devrait mettre des ponts, quoi. Et on le voit bien que si on s'appuie en se disant, bah, tout est un système socio-technologique, avec de la science, de la technologie, de la politique, du droit, de l'écologie, de la culturelle, de sciences, de l'humain, on le voit bien que ça, ces différents secteurs, on le retrouve dans le digital, mais on le retrouve aussi par nature dans l'éthique. Je vous donne un exemple en écologie, comment avec du numérique on peut faire de l'écologie. Un exemple que je donne assez souvent parce qu'il est assez parlant. Actuellement en France, il doit y avoir entre 3 et 4 piscines municipales qui hébergent en leur sous-sol euh, donc il y a la chaudière de la piscine pour chauffer l'eau, mais en dessous, ou à côté en tout cas, il y a un data center de la ville. Donc les data centers, c'est le stockage de toutes les données, etc., et qui dégage énormément de chaleur. Ce data center est relié directement via des systèmes de non-perte de chaleur à la chaufferie de la piscine, et on arrive à réduire quasiment à plus de 50% les coûts de consommation d'électricité sur de l'eau. Ça, c'est important. Alors, vous le voyez bien, dans chaque révolution industrielle, eh ben, les cadres et les encadrements, les lois, les régulations changent également. Il faut s'adapter. Donc, c'est pour ça que l'éthique, à chaque fois, a été au cœur de ces révolutions, et cette quatrième révolution industrielle ne fait pas exception. Donc, toujours donner du sens à une action, ça qui est associé à la responsabilité. La déontologie, c'est avoir des droits et des devoirs. C'est un peu l'éthique appliquée au monde professionnel, la déontologie. Et donc, on va élaborer un cadre avec des règles de bonne pratique, des valeurs humaines, morales. Et c'est le concept que je vais développer avec vous sur tout ce qui est ce que j'appelle moi l'éthique by design ou by évolution. C'est quoi l'éthique by design? C'est se dire, ça vient un peu, c'est une dérive de ce qu'on a appelé la privacy by design, notamment dans le RGPD, le règlement européen pour la protection des données numériques, où c'est dès la conception d'un projet digital, on y intègre et on incorpore des préconisations et des réglementations éthiques. Et donc ça, c'est le by design. L'éthique by évolution, que j'ai développé ces réflexions dans différents ouvrages et articles scientifiques ces dernières années, c'est l'approche vraiment darwinienne en disant, on considère, en tout cas je considère un projet numérique notamment doué d'une intelligence artificielle, plus ou moins auto-apprenante, de plus en plus, on va tendre là-dessus. Je n'ai pas dit qu'elle avait doué d'une conscience, mais en tout cas qu'elle était auto-apprenante et qu'elle interagit de plus en plus avec l'environnement. L'environnement pas forcément écologique, mais également contextuel, sanitaire, technologique, structurel, géopolitique, sanitaire, etc. Et donc du coup, cette vision, comme Darwin, de dire il y a une théorie de l'évolution qui est basée sur un organisme vivant évolue dans le temps et s'adapte en fonction justement de ses interactions, de son écosystème ambiant. C'est un peu pareil avec le digital. Et donc, du coup, pour être éthicien, souvent je dis il faut être cartésien, il faut être structuré. Et c'est se dire, pour ne pas avoir entre guillemets de trous dans la raquette, parce qu'un projet numérique, c'est par nature totalement transversal, structuré, et il y a différentes étapes. Un projet numérique, ce n'est pas réduit uniquement à la donnée, à la data, et ce n'est pas uniquement réduit à l'algorithme. On dit souvent que la donnée isolée, et la donnée sans l'algorithme, c'est une donnée qui va être muette, quoi. Alors que l'algorithme sans les données, c'est une donnée qui va être finalement, comment dire, c'est un système creux, quoi. Ça n'a pas lieu d'être, c'est comme un moteur sans essence. Et donc, du coup, j'ai mis en avant 6 familles d'éthiques qui correspondent finalement aux différentes
grandes étapes ou grandes composantes d'un projet numérique. Il y a l'éthique autour de la data, de la donnée. Donc ça, c'est ce qui va alimenter l'algorithme, le système algorithmique des opérations. Donc ça, c'est l'éthique des algorithmes qui suit. Donc là, dans l'éthique des données, on va analyser tout ce qui est le sourcing, la hiérarchisation, de quel jeu de données on y intègre ou pas. Est-ce que c'est des données intègres, de référence, qui a accès à ces données? On pose plein de questions autour de ces données. L'éthique de l'algorithme, c'est des questions sur le système algorithmique opérationnel. Est-ce qu'il est biaisé? Est-ce qu'il est transparent, explicable, interprétable? Est-ce qu'il est de qualité? Quelles sont ses finalités? Ça, c'est important. Troisième grande famille d'éthique, c'est l'éthique dite des systèmes. Alors, si on prend l'image de la voiture, je fais souvent cette métaphore en tout cas, ou cette image, c'est de dire, la voiture, les données numériques, c'est l'essence de la voiture, l'algorithme, c'est le moteur, le système, c'est la carrosserie des fonctionnalités. C'est-à-dire, c'est la voiture, elle peut avoir l'essence la plus propre du monde, le moteur le moins défaillant, elle peut ne pas avoir de feu anti-brouillard et il y a du brouillard et vous voyez, imaginez bien que la voiture peut être un danger public pour la circulation ou pour vous-même. Et donc du coup, c'est un peu pareil. Donc l'éthique des systèmes, c'est toute l'ergonomie, les interfaces autour dans le projet digital et comment on s'adapte en fonction de l'utilisateur. L'éthique de l'environnement, ça va être la route quoi, de la voiture. Est-ce qu'il y a des bouchons ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Est-ce qu'il y a des nids de poules, des dodanes? Et puis le chauffeur, il va conduire en fonction aussi de l'environnement. C'est pareil pour les projets digitaux. L'éthique des pratiques, c'est le chauffeur en lui-même. C'est se dire, est-ce que vous avez la super voiture? Est-ce que vous êtes un ambulancier? Vous allez aller vite pour emmener un passager, un malade en tout cas, à l'hôpital pour lui sauver la vie? Ou vous êtes un terroriste et vous allez écraser des gens? Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est les comportements autour, c'est les finalités, c'est les usages autour de ce projet numérique. Et l'éthique des décisions, ça peut être même la voiture autonome, hein. C'est-à-dire que là, les décisions elles sont prises d'un point de vue automatique, mais ça pose des questions associées à la décision, de responsabilité, même de garantie humaine, de supervision humaine, d'évaluation, de libre arbitre, etc. Vous voyez bien que il y a plein de... C'est plus au niveau sociétal, quoi. Mais tout est lié. C'est ça. On n'est pas dans un système de silo, mais de transversabilité. Ça, c'est important. Alors, bien sûr, les réflexions éthiques, elles s'appuient sur, notamment quand c'est du principisme, sur différents grands principes qui sont reconnus au niveau universel, qui sont les principes de bienfaisance, de justice, d'autonomie et de non-malfaisance. Alors, principe de bienfaisance, c'est se dire, quand on fait une réflexion éthique, on se pose la question de savoir si une action elle est pour le bien fondé de la personne. Ça, c'est important. Elle est associée souvent à la compassion. On peut les associer à des émotions pour comprendre que c'est bien ce principe-là. Principe d'autonomie, c'est se dire, est-ce que cette action, je le fais en toute connaissance de choses et sans influence extérieure? Donc là, on n'est plus dans le respect de la personne comme acteur. Principe de non-malfaisance, là, on se projette plus dans le temps. C'est différent que la bienfaisance, c'est se dire, on réfléchit aux conséquences, aux répercussions dans le temps que peut avoir telle ou telle action ou tel projet numérique. Donc là, on n'est plus dans la notion de crainte, vous voyez. Et le principe de justice, on est plus d'un point de vue sociétal et plus relation individuelle, c'est se dire, est-ce que c'est basé sur l'équité et l'égalité? Et là, on est surtout dans le côté indignation. On se révolte quand c'est injuste, quand on trouve quelque chose d'injuste. Et tous ces principes-là, on peut les associer à des règles éthiques. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais vous voyez bien, autonomie, c'est plus associé au consentement libre et éclairé, au libre arbitre. Bienfaisance, c'est service à la personne, l'utilité que ça va avoir. La non-malfaisance, comme on est dans la réflexion dans le temps, on regarde le principe de précaution, d'anticipation. On va peser le pour et le contre, les bénéfices et les risques. Et la justice, c'est associé vraiment à l'égalité, l'équité, la responsabilité et la solidarité. Alors, je me suis amusé à développer, durant toutes ces années, à développer cette vision de ce que j'appelle l'éthique by évolution, et qu'on peut trouver jusqu'à 44 critères éthiques actuellement, on peut classer, et chaque notion
sont associés à un des niveaux de famille d'éthique qu'on voit à gauche. Et je ne veux pas tous les développer, mais voilà, on voit que l'éthique dans la donnée, ça va toucher des notions de traçabilité, de sécurité, d'accessibilité, de sélection, de référence, l'algorithme, plus de robustesse, de biais, etc. Et ainsi de suite. On voit que l'éthique des pratiques, eh ben, ça va être plutôt en termes de droits et de devoirs, la confiance, la vie privée, la accountability. Ça, c'est une notion du RGPD qui est associée à la preuve, finalement, qu'on a fait ce bon système-là pour aboutir à ce qu'on veut. Les décisions, c'est sur la libre arbitre, la communication. La communication, on se dit, c'est pas une valeur, c'est pas un des composantes de l'éthique, mais bien sûr que si. Parce que vous regardez, vous prenez le vaccin AstraZeneca qui a été décrié. Alors après, moi, je suis pas dans toutes les études, mais on voit bien que en fait, avant qu'il sorte et qu'il soit appliqué ou applicable, en tout cas, une mauvaise communication autour de lui et il était déjà, on avait tué le bébé dans l'œuf, quoi. Alors que quand on regarde à posteriori, il n'a pas de moins bons résultats que les Pfizer ou les Moderna ou Johnson. Et donc, du coup, on voit que la communication, en plus, on est dans une société de plus en plus d'amplification des réseaux sociaux, communication interne, externe, etc., peut être assez déterminante au même type que de la gouvernance, que de la gestion, etc. Je vous ai fait le parallèle en disant, bah, passer de l'éthique au juridique, on le voit bien que l'éthique, elle est déjà bien avancée, bien structurée, etc. Et toujours la course contre la montre, les règlements européens commencent à apparaître. Le RGPD, on le voit bien que le RGPD, j'avais été missionné par l'Assemblée nationale comme expert. Quand ils allaient promulguer sur le RGPD, on me demande qu'est-ce que j'en pensais. Je leur disais, bah, on peut être RGPD compliant, mais pas éthique. Et donc, du coup, pourquoi? Parce que le RGPD, c'était très focalisé sur la data et sur un peu les pratiques de la data, mais pas du tout sur l'algorithme, sur l'environnement, les pratiques, les décisions. Et donc, du coup, là, il va sortir prochainement, quelques années après, un nouveau règlement européen qui se veut peut-être complémentaire sur l'IA digne de confiance. Et là, on voit qu'il y a des recommandations, des préconisations, des réflexions et un accompagnement juridique pour les entreprises et les sociétés et les territoires intelligents sur plus la décision, sur l'algorithme en tant que tel et même sur les pratiques aussi. Mais vous voyez que sur l'environnement et les systèmes, il y a encore, il y a encore quelques trous dans la raquette. Mais c'est au fur et à mesure qu'on s'arme en termes de régulation à ce niveau-là. Alors, pour aller assez vite, parce que je vois le temps qui passe, je crois qu'il me reste une demi-heure, peut-être. Ouais, une demi-heure au maximum. N'hésitez pas à me couper, la personne qui s'occupe de gérer le temps, parce que moi, je ne regarde pas trop le temps, donc pour qu'on je sache combien de temps il me reste. Donc, en termes de réflexion éthique, notamment dans la pratique, comment on peut structurer une démarche, une approche éthique? Souvent, on va se poser des questions sur le contexte. Quelles sont les différentes émotions que je ressens sur les différentes actions? Les émotions sont associées aux principes éthiques. Donc, je vais pouvoir identifier tel ou tel principe qui vont être mis en avant plus que d'autres sur cette situation-là. Il n'y a pas un principe qui est plus fort que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui va être plus prononcé ou mis en application que l'autre suivant la situation ou la problématique donnée. Après, on va la hiérarchiser dans un ordre bien précis et on va associer des arguments et puis des règles et des actions éthiques dans ça. Je prends un exemple. Là, c'est des interrogations sur l'éthique relative à l'IA. Donc, on peut les associer à différentes questions qui sont associées au principe éthique. Un principe de bienfaisance, tu peux se dire, est-ce que mon IA, elle sert bien, elle ne porte pas atteinte, et puis elle sert bien la personne ou l'humanité, etc. Est-ce qu'on peut se dire aussi, ça se pose des questions, c'est que ne pas utiliser un système d'IA, est-ce que qui est peut-être plus performant que l'être humain, est-ce que ça c'est éthique ou pas? Parce qu'on leur donne pas la meilleure chance pour la personne. C'est des questions qui se posent. Principe d'autonomie, c'est des questions qui se posent aussi, se dire comment on peut garder son libre arbitre
être acteur si on peut être influencé par le système de décision ou par les corrélations qui en ressortent. Est-ce que je ne vais pas être trompé ou manipulé que derrière, quand la personne à qui je parle, c'est pas un robot, mais c'est bien une personne? Est-ce que ça ne va pas diluer les responsabilités si du coup mon autonomie elle est réduite? Principe de non-malfaisance, pour l'IA, on va poser des questions. Est-ce que il est interprétable, explicable parce que si on ne le comprend pas comment il fonctionne totalement, c'est dur de réfléchir aux répercussions et aux conséquences que ça peut avoir. Est-ce qu'il ne va pas être discriminant? Est-ce que je vais faire du profilage positif, négatif, etc. Et le principe de justice, c'est se dire il faut que ça soit équitable et voire égal pour tout le monde, selon les profils. Il va falloir des efforts d'éduquer, de former, de sensibiliser ou d'anticiper des moyens que tout le monde n'auront pas. Et donc, il y a des vraies réflexions sur ce sujet-là. Donc, vous voyez bien qu'avec ces 4 principes éthiques, c'est un peu comme, j'aime à dire que c'est comme les 4 roses des vents, les 4 points cardinaux d'une boussole. Et quand on y réfléchit, l'éthique, c'est donner du sens à une action pour mieux l'appréhender et pour solutionner des problèmes. Et donc ces quatre principes sont une boussole qui permet d'aller dans un sens ou dans l'autre et choisir une voie qui peut ne pas être la même suivant le contexte et le temps passé et les acteurs. Et c'est ça qui est important, c'est que j'essaie par ces différentes structurations de l'éthique, c'est d'armer, de montrer que l'éthique c'est applicable et de donner la possibilité aux entreprises ou aux acteurs du secteur des outils, des boîtes à outils, des cadres pour qu'ils soient le plus pragmatiques possible. Et ça, c'est fondamental. Alors qu'on reprend les différents rapports sur le sujet, notamment de la CNIL il y a quelques années, ils ont mis en avant notamment la notion de loyauté d'un algorithme. Disons, on retrouve un peu les quelques notions que j'ai mis dans la pyramide. C'est-à-dire que pour eux, il faut que la loyauté est associée à la transparence, à l'explicabilité, mais aussi à la justesse des décisions, les prévisions de la qualité, qu'il n'y ait pas de discrimination, de biais, et qu'il y ait un degré d'encadrement, de régulation et d'autonomie qui soit importante, associée notamment forcément à la responsabilité. Et qui est associé à la loyauté, c'est associé, pas la conséquence, c'est quoi? C'est la confiance. Et la confiance, dans n'importe quel secteur d'activité, c'est déterminant. J'avais fait une présentation au MEDEF il y a quelques années. Je craignais un peu ce qu'ils allaient me dire sur comment ils allaient appréhender et accueillir une conférence sur le même thématique, parlant d'éthique pour eux par rapport au business, parce que c'est des grands dirigeants de grands groupes. Et puis, j'ai été agréablement surpris en me disant, mais Monsieur Béranger, la valeur éthique est devenue une valeur économique pour nous, parce que la valeur éthique entraîne de la confiance. S'il n'y a plus de confiance, on coupe le lien entre nos clients ou la société ou nos potentiels clients et il n'y a plus de business qu'on fait et c'est fondamental. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est que de plus en plus je forme et je développe avec mes équipes, mon équipe au sein d'Adelia, de data scientists, d'experts de l'éthique, du juridique, dans les données numériques et même les projets digitaux. Et en fait, il y a de plus en plus de grands groupes qui développent des départements entiers, des programmes entiers autour de l'éthique du numérique. Je peux donner un exemple, que ce soit chez Sanofi, chez L'Oréal, même avec le groupe Vive, ils ont développé depuis quelques années un programme. Donc le groupe Vive, c'est un regroupement d'une cinquantaine de mutuelles, de grosses mutuelles. Dedans, il y a Harmonie Mutuelle, MGN et puis plein d'autres, et des établissements aussi de santé, et à peu près 1000. Et en fait, ils ont développé un vrai programme autour de l'éthique du numérique qui se développe et se structure de plus en plus parce qu'ils ont bien ressenti ce besoin-là autour de leur industrie finalement ou prestation 4.0. Il y a une vraie demande au niveau de la société civile. Et donc du coup, précédemment, dans les entreprises, c'était souvent les
le département de la compliance, du risque ou du juridique, donc porté par des juristes et des avocats, qui portaient aussi l'éthique de l'entreprise. Et là, depuis quelques années, on voit apparaître un département de l'éthique qui est séparé justement du juridique, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus transversal et systémique que le juridique. Et donc, du coup, ça doit être dans un autre niveau, un autre langage, une autre approche qui est totalement complémentaire, mais qui est identifiée séparément. Ça, c'est important. Bien sûr, je ne vais pas développer ça, mais on le voit bien que les différentes familles d'éthique, les enjeux éthiques associés, ça met en avant les responsabilités. Et les responsabilités suivant, que ce soit autour des données, des interfaces, de l'algorithme en tant que tel, avec les développeurs, les data analysts, avec l'usage, les pratiques qu'on en fait, les data scientists, ou l'écosystème ambiant, on le voit bien qu'il y a des responsabilités différentes en fonction des différentes étapes du cycle de vie de la data et des enjeux qui y sont associés. Donc c'est ça tout l'intérêt de structurer et d'avoir une vision cartésienne autour de ça, c'est qu'on peut y associer par des catégories identifier des responsabilités et donc identifier des actions pour s'améliorer ou pour encadrer ça. On le voit bien dans cette slide-là, le monde du digital, il est multi-acteurs, que ce soit au terme des entreprises entières, que ce soit les big players, les big tech, qui soient donc ou les GAFA, etc., qui vont générer de la donnée, qui vont la structurer, qui vont la non structurer. Puis après, il y a les réseaux d'opérateurs qui vont transporter la donnée. Hein, et puis après, on rentre dans des techno-tech plus big data. Et là, on va rentrer dans du cloud computing, du stockage de données, qui vont héberger les données. Puis après, il y aura des entreprises qui vont s'occuper de la gestion de données, que ce soit avec des CRM ou les ERP, SGBD aussi au sein des entreprises, mais également l'exploitation et l'analyse des données, ce qu'on appelle le business intelligence ou business analytics. Et on le voit bien que, à chaque niveau de traitement, ou d'étapes de la donnée, il y a des responsabilités au niveau des producteurs de données, des opérateurs, hébergeurs, gestionnaires, utilisateurs, etc. Et c'est ça qui est important, et c'est là où toute l'alimentation de l'éthique pour le juridique va pouvoir acter et légiférer avec tout ça. Alors en termes de dimension, que ça soit c'est très important, du coup, comme on est au tout début de cette révolution digitale, c'est de se dire, il faut y associer une vraie culture du digital. Donc là, j'ai orienté ma conférence sur le domaine de la médecine et de la santé, mais on pourrait très bien transposer cette même slide dans les autres secteurs d'activité. Ça marche très bien, que ce soit dans l'assurance, les ressources humaines, l'aérospatiale, l'aéronautique, la finance, etc. Et donc, du coup, on peut associer différentes dimensions qui sont associées à des pratiques. Pas tous les faire, mais l'agilité d'un projet numérique, c'est souvent associé au côté flexible, côté ergonomique, d'anticipation, d'innovation, associé aux compétences de l'utilisateur, des besoins, des exigences. La confiance, ça va donner du sens. C'est vraiment ce qui est associé le plus à l'éthique et associé à des valeurs humaines. L'interdépendance, c'est de la coopération, c'est de la collaboration, de l'alliance. Les responsabilités, c'est là où on voit finalement aussi toute l'ambivalence, même de la situation qu'on voit avec la crise sanitaire et qu'il y a des grands débats pour le vaccin, ça c'est un autre débat, mais aussi sur les applications de gestion Covid, anti-Covid, stop Covid, sur les responsabilités ou les libertés individuelles contre les libertés collectives. On le voit bien que chacun, entre guillemets, choisit son camp. Et donc, c'est faut trouver un arbitrage entre tout ça, entre le sanitaire, l'écologique, l'économique, etc. Donc, c'est pas simple. Et donc, on peut avoir différentes dimensions. La connaissance, ça va être le partage, la création de valeur, de données numériques, etc. Alors, bien sûr, on peut, au sein des entreprises, c'est ce que nous, on fait dans notre approche, plus on fait des labellisations avec des audits internes pour les entreprises, pour leurs projets digitaux, le label ADEL qu'on a développé. Et on peut aussi faire du consulting
pour aider au déploiement stratégique d'un projet digital pour les entreprises, pour les organisations. Pour cela, on a des grilles d'outils, de lecture. On va dire c'est quoi la mission de l'entreprise, c'est quoi l'existence même de cette structure, de ce projet, que va devenir cette organisation, c'est quoi les valeurs, les principes qui sont associés à ces entreprises et qui va être appliqué dans le projet numérique. Ça, c'est important. Souvent, on va nous appeler pour les aider à rédiger une charte éthique appliquée au digital et qui se retrouve dans leurs valeurs. Ça, c'est important. Et puis, il y a des objectifs d'ensemble, de processus, d'équipe aussi, mais aussi individuels. C'est ça qu'il faut trouver l'ambivalence entre tout ça. Et donc, vous voyez bien que tous ces projets-là, ça va impacter toutes les sphères de la société. Alors, je vous ai fait un outil aussi qui est assez intéressant, notamment et qu'on applique dans certaines startups ou entreprises. C'est des outils de gestion qu'on retrouve un peu partout de SWOT. Donc, c'est tout ce qui est force, faiblesse, opportunité et menace, et que j'ai appliqué aux enjeux éthiques, notamment de l'IA. Et donc, on va regarder quand vous êtes, admettons, demain, vous êtes un concepteur, vous allez élaborer votre propre projet numérique, votre propre application ou objet connecté, que ce soit doué d'IA ou pas, hein, c'est pas la question. Là, on l'a fait sur l'IA, mais ça peut être transposable en adaptant la sémantique ou deux, trois critères en plus ou en moins. Mais sur le digital dans l'ensemble, on va regarder les forces. On va dire, c'est quoi la force? Bon, émergence d'un nouveau service pour l'entreprise, d'accord. Élaborer d'environnement analytique. OK. Une meilleure compréhension, anticipation des comportements de mes potentiels clients, des attentes qu'ils veulent, que ce soit plus préventif, prédictif ou participatif, etc. Donc là, c'est toutes les forces. Après, on va regarder forcément les faiblesses. Ah, ça va être long à mettre en place au sein de mon organisation. OK. Est-ce que ça va pas être trop obscur, opaque, comme fonctionne le fonctionnement de l'IA, cette fameuse boîte noire? Ok. Est-ce qu'en termes de, comment on va former, on va sensibiliser mes équipes en termes de culture de l'IA? Ok. Le changement pragmatique du travail. Savoir que c'est important que ce soit les applications qui s'adaptent dans un premier temps à l'organisation déjà en place, mais qu'elles soient donc flexibles pour mieux hybrider dans un second temps et faire bouger les lignes. Ça, c'est important. Sinon, il n'y aura pas d'appropriation. Donc là, après, on est dans l'opportunité. On va réfléchir à toutes les opportunités. Là, dans le domaine de la santé, c'est se dire, ça va me réduire les dépenses ou mes coûts. Ça peut être un peu dans tous les secteurs. Est-ce qu'il y a un développement de l'autosurveillance de la gestion? Est-ce que ça ne va pas améliorer? Comment ça peut optimiser mes processus en interne? Ou m'aider dans des décisions bien spécifiques? Les menaces, on est en train, c'est un peu tous les enjeux qu'on a vus dans la pyramide. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de discrimination, de catégorisation, de sécuriser? Est-ce que ça ne va pas développer finalement la pratique qui est moins d'humains? Et où va se retrouver la place de certaines personnes? Est-ce que les métiers vont changer? Est-ce qu'ils vont disparaître? Après, de nouveaux vont apparaître. On voit que c'est associé fortement aux ressources humaines. Ça, c'est important. Est-ce que la vie privée ne va pas être mis un peu à porte-à-faux? Est-ce que la régulation est bien mise en place? Vous voyez bien qu'il y a toutes des réflexions, des menaces qu'on peut faire. Alors bien sûr, quand on parle de ces approches-là, ça touche aussi au management, à l'encadrement de ce digital et comment on va faire évoluer le type d'animation de ces pratiques-là, du pilotage. Est-ce qu'il ne va pas falloir développer des nouvelles méthodologies en termes de personnalité, de performance, de stratégie? Quels seront les moyens mis en place en termes informatiques? Est-ce qu'elles vont être fiables, robustes, de qualité? Est-ce qu'il va y avoir de la interopérabilité par rapport aux autres moyens informatiques déjà en place ou qui sont en place en interne, mais aussi avec lesquels les entreprises sont habituées à travailler à côté? Est-ce que ça ne va pas trop changer les organisations en termes de ressources humaines, de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises qui va être impactée? Souvent, nous, en face, quand on travaille au sein des entreprises, je peux avoir comme intermédiaire ou aux personnes référentes autant le responsable du digital de l'entreprise que
le responsable du juridique, que de la com interne ou externe, que de la compliance et du risque, et même d'une personne du codex, du COMEX ou du CODIR. Et donc on voit bien que ça touche toutes les sphères de l'entreprise. Et l'ethics by evolution, c'est de dire il faut apporter des outils, des chartes éthiques, des outils de data visualisation. On a développé toute une plateforme digitale qui permet de permettre aux entreprises d'avoir un outil d'auto-évaluation éthique en interne et même avec des briques de data visualisation qui permet de suivre l'évolution de l'IA, ses biais aussi, son interprétabilité, sa robustesse et les différents critères éthiques aussi au fur et à mesure. Enfin, je crois qu'il nous reste quelques slides. Je vais aller un peu plus vite. Je ne les ferai pas toutes du coup parce qu'il me reste, je crois, 10 petites minutes, c'est ça? Si quelqu'un peut juste me répondre, parce que je n'ai pas l'heure sous les yeux. Oui, bonsoir. Oui. Alors, effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 au tard. Oui. Ça reste un peu de temps, mais effectivement, nous pouvons avoir de la place pour des questions et des réponses. D'accord, mais je peux parler encore 10 minutes avant les questions-réponses? Oui, tout à fait, parce que je crois que nos auditeurs s'intéressent à la question de la médecine et de la santé. D'accord. Là, si vous rentrez dans le vif du sujet, je pense que c'est une bonne chose. Donc, du coup, je continue. Et donc, je me donne encore 10 minutes avant les questions-réponses. Donc, à partir de tout ça, quand on l'applique au niveau de la médecine 4.0, on voit qu'il y a des préconisations. Genre, quand c'est pour le médecin généraliste, il va falloir que le médecin généraliste, qui est souvent le premier acteur de la médecine au premier rang, on va dire, de prestation, avant d'orienter vers des spécialités ou l'hôpital, etc., le médecin généraliste va devoir de plus en plus s'intégrer à une organisation, une pratique, notamment de la e-santé, de la télésanté, de la télémédecine, de plus en plus. On le voit même, c'est vrai que la pandémie a été un révélateur, un accélérateur aussi, certains peuvent dire, sur les actions à distance par obligation. Il y a eu plus de, je ne sais plus combien de milliers d'actes de télémédecine qui se sont faits. Et c'est vrai que la télémédecine a pris plus de 10 ans en un an d'évolution ou d'application, en tout cas, dans ce secteur-là. Et on n'est qu'au début maintenant, et ça va se développer de plus en plus. Notamment, c'est pas pour rien que le gouvernement, en tout cas, a débloqué une enveloppe de 2 milliards sur tout ce qui est la e-santé en France pour l'année 2022. 2022, peut-être 2023, etc. Le médecin généraliste va devoir devenir un vrai acteur clé de la santé connectée. Parce qu'en fait, il est vraiment le lien entre la ville et l'hôpital pour mieux organiser, mieux coordonner cette éducation thérapeutique aussi, et avoir ce rôle d'éducateur aussi pour le patient, pour le sensibiliser, le former au fur et à mesure aussi. Et il faut aussi qu'on développe, pour développer des IA, des réunions professionnelles pluridisciplinaires avec les différents acteurs de la médecine, parce que le circuit du patient, c'est les professionnels de santé de différentes spécialités, des généralistes, mais également aussi des paramédicaux, des informaticiens s'il y a de la tech dedans, de l'administratif, et donc du coup des associations de patients aussi. Et tout ça, il faut coordonner et ces moyens-là peuvent optimiser tout ça. Une meilleure organisation aussi au parcours du patient à se développer, une meilleure fluidité. Et aussi, c'est important, les préconisations à mettre en avant, c'est la formation initiale et continue, notamment pour les médecins autour du numérique et de l'éthique. Ça, je donne de plus en plus de conférences et de modules de cours dans les différentes universités, notamment en médecine, sur ces sujets-là, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont de plus en plus être amenés à avoir entre les mains, en tout cas dans leur pratique quotidienne, des applications digitales, et les questions éthiques digitales et de la psychologie aussi autour de l'humain va être renforcée, parce que si demain la mission du médecin sera toujours de soigner, ses rôles risquent de changer, ça c'est sûr. On le voit déjà apparaître
selon certaines disciplines comme la radiologie, la cardiologie, la médecine interne, généraliste encore un peu moins, parce que c'est plus pluridisciplinaire, plus transversal, on va dire. Mais les disciplines qui sont de plus en plus orientées et qui s'appuient sur de l'analyse de données, et c'est sûr que la cardiologie et l'ophtalmologie, pareil, il y a des systèmes experts qui vont être beaucoup plus performants que la majorité des praticiens spécialistes pour cette action-là, en tout cas, mais ça sera du temps gagné pour justement renforcer le lien humain qui va être la vraie valeur du médecin dans les années à venir. Développer aussi, actualiser le code de déontologie médicale parce qu'on s'est aperçu par une étude interne que j'ai effectuée notamment avec le docteur Loïc Etienne et maître Lina Williat, qu'il n'y a plus, et en corrélation aussi avec le CNOM, et notamment représenté par le professeur Stéphane Oustric, qu'il y a plus de 60% des articles de ce code qui peut être impacté de près ou de loin, ou directement en tout cas par le digital. Et donc du coup, il faut actualiser ces articles-là, c'est nécessaire pour la pratique médicale. Les actions pour encadrer le digital et la prise en charge de soins, forcément, elles sont de différentes disciplines et puis différents degrés d'intervention. Il faut renforcer une meilleure connaissance du patient, mieux anticiper les besoins, mais aussi les inquiétudes et les peurs que cela peut susciter, un meilleur suivi, on parle de la médecine personnalisée, une meilleure garantie, un meilleur contact humain, ça je vous l'ai dit, et une meilleure écoute du coup d'accueil. Et ça passera forcément par une meilleure collaboration interdisciplinaire parce que le digital est pluridisciplinaire, la médecine est pluridisciplinaire et l'éthique est pluridisciplinaire. La sécurisation et l'augmentation des règles, ça c'est sûr. Ce qui doit être créé, qui n'existe pas vraiment, c'est cette transformation culturelle autour du digital et de l'éthique, des formations initiales à concevoir et à créer. Il y a très peu de spécialistes dans mon domaine, en tout cas, et il n'y a pas encore de CNU, c'est-à-dire de Conseil du numérique universitaire associé. Il y a des CNU pour des disciplines telles la philosophie, juriste, l'informaticien, le sociologue, etc. Mais il n'y en a pas pour l'éthicien. Et donc c'est vrai que s'il y a une vraie demande de la société civile, et à contrepartie, le monde universitaire, qui est une bureaucratie, qui prend du temps aussi, il faut qu'il se mette en ordre de marche et qui développe aussi ces formations-là. Donc ça arrive progressivement, mais c'est des nouveaux métiers qui apparaissent. Meilleur échange entre les patients et les professionnels de santé, meilleur code, ça je vous l'ai dit. Et enfin, ce qui doit être atténué, c'est le rôle de l'humain dans les tâches les plus fastidieuses que la machine va pouvoir changer. Qu'il ne faut pas raisonner en silo organisationnel, mais en systémique, en transversabilité. Et il va falloir éviter, atténuer en tout cas l'isolement de certaines personnes ou certaines fonctions. Ça va avec ce style organisationnel et l'individualisation des risques et des responsabilités. Bon, je crois que j'ai pris, je vais juste donner des exemples. Je pourrais vous envoyer par votre responsable, si ça vous intéresse, le support de présentation en PDF. Vous aurez, mais vous pouvez le retrouver aussi dans certains de mes articles ou dans mes livres. C'était un exemple que j'ai fait sur la charte éthique de la médecine généraliste, de médecin généraliste, que j'avais présenté notamment lors d'une présentation que j'avais faite avec le professeur Marie-Ève Roger-Bugat à l'Académie nationale de médecine. Et donc, du coup, on disait, voilà, on avait conçu une charte éthique pour le médecin généraliste, notamment pour la prise en charge du cancer, de la personne atteinte du cancer. Donc, je m'engage notamment, donc c'était donner du sens, de la bienveillance, de l'intérêt, de la loyauté, de la justice pour les solutions digitales, une très grande rigueur, de non-malfaisance, de non-discrimination, de qualité, d'intégrité scientifique, mieux informer, former de manière transparente et accessible mes patients au projet digital, respecter non seulement les droits, les libertés individuelles, vie privée, confidentialité, mais aussi l'autonomie, ça c'est important. Garantir la sécurité, la robustesse, la fiabilité et la transparence et l'explicabilité. Et enfin, il faut que cet apport médical il soit utile, bénéfique, qu'il soit sous une forme digitale ou pas, et qu'il soit, le peu qu'on peut avoir, c'est qu'il soit éco-responsable et éco-conçu
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact négatif pour l'environnement. Ça, c'est une charte sur à peu près 7-8 points qu'on avait mis en place. Et ça, mais j'ai pas le temps, mais vous pouvez le retrouver soit sur notre site internet d'Adelia, où chacun est amené, son moteur, de signer le manifeste, parce qu'on a développé toute une communauté du Digital Ethics. Et ça, c'est important, où en fait, on a réfléchi avec de nombreux acteurs sur comment on fait un manifeste autour de l'intelligence artificielle, qu'elle soit éthique et responsable envers l'humanité. Et donc, on a co-construit, on a établi 10 grands principes que vous retrouvez ici. Principe autour de la bienfaisance. Je m'engage que mon IA agisse sur le bien commun, le bien-être social de tous les êtres qui constituent l'humanité avec sens et bienveillance. Pour donner un autre exemple, principe 5 de garantie humaine. Je m'engage que mon IA fasse l'objet d'une information préalable de supervision humaine dans des conditions de traçabilité et de sécurité pour la société afin de ne jamais tromper, voire détruire les êtres humains, etc. Et ça, c'est des cadres qu'il faut développer, ça c'est important. Principe 6 d'humanité digitale, je m'engage que mon IA ne soit jamais utilisée à des actes de transhumanisme en respectant la dignité, la condition et la nature humaine, sans que l'identité finalement de l'être humain ne soit pas spoliée ou transformée. Enfin, on peut donner un autre principe. Bon, ouais, il est assez évident celui-là de transparence. Je m'engage que mon IA soit la plus explicable possible, interprétable dans toutes les circonstances, si nécessaire auprès de la société. Alors, pour finir, il ne me reste plus que 2 slides. Le défi de la médecine 4.0, eh ben, il est multiple. Il va falloir qu'il va fédérer tous les acteurs autour de cette culture digitale pour mieux servir, en premier lieu, les patients, les citoyens. On est tous des potentiels patients en puissance. Pour mieux coordonner, mais il va falloir mieux former et adapter la formation initiale et continue auprès des acteurs de la santé. Pour mieux imaginer des nouvelles solutions thérapeutiques, digitales ou pas, pour gagner du temps, gagner en identification, en prévention, mieux valoriser les données, mieux valoriser aussi le lien humain, pour mieux maîtriser les technologies. Et il va falloir mieux comprendre les pathologies, mieux restituer les données numériques et la valoriser par la data visualisation et pour mieux anticiper les risques, que ce soit pandémiques actuellement ou les risques même de tumeurs, de cancers, etc. ou de maladies chroniques. Pour finir, je dirais qu'on est vraiment dans une 4e révolution industrielle. On a la chance d'être au début de cette révolution digitale. Elle est inéluctable. C'est pas de fataliste de le dire, c'est une prise de conscience. Et donc, c'est pour ça que je suis assez enthousiaste, parce que c'est maintenant qu'il faut avoir ces réflexions-là et apporter des cadres et des outils, avoir des sociétés qui se développent, que ce soit privé, lucratif, non lucratif, que le monde universitaire aussi et juridique s'adapte et apporte des outils, des cadres autour de ça. Donc, on est vraiment dans une évolution de la médecine 4.0 où la relation médecin-patient, cette dualité se transforme en une triangulation médecin-patient, système d'information. Il faut pour que ça soit optimum, c'est important que cette application soit simple, utile, hybride et applicable, pragmatique. Ça, c'est fondamental. Il faut du coup accompagner l'éthique de normes juridiques. L'un ne va pas sans l'autre. Ça doit l'alimenter. On est dans une vision d'ethics by design qui se transforme de plus en plus avec l'IA en une vision d'ethics by évolution. Et si je reprends la citation de Léonard Vinci, il disait qu'il faut faire pour penser et penser pour faire. Du coup, si on réfléchit, on pourrait dire il faut numériser pour moraliser et moraliser pour numériser. Ça, c'est important. Donc, demain se construit aujourd'hui. Pour cela, il faut des pistes de réflexion, que ce soit au niveau sociétal, universitaire. Les acteurs, il faut qu'ils s'accaparent ces nouvelles technologies, qu'ils la digèrent, qu'ils regardent les répercussions que ça peut avoir et qu'on fasse évoluer les cadres, les métiers, les professions, les écosystèmes. Peut-être développer des agences de notation, d'observatoires de l'éthique, peut-être portés par l'ONU, par d'autres organismes internationaux, je ne sais pas. Meilleure éducation, formation des universités avec des DU. Bon, on va parler du CNU pour l'éthique. Ça, c'est quelque chose qui
un peu mon cheval de bataille en tant que ma casquette universitaire à côté. Mais je pense que si on veut, c'est important qu'il y ait un CNU associé à une discipline à part entière pour la légitimité, pour créer des thèses aussi associées vraiment à ça, qu'on peut identifier, et aussi développer des nouveaux outils, des nouveaux experts que la société civile, les entreprises et les territoires vont pouvoir recruter. Et ça, c'est fondamental.